Salut à tous, c'est Julien Ponce. Une petite vidéo de débrief de l'Adobe Max 2020, comme je le fais plus ou moins chaque année, j'ai l'impression maintenant. J'ai déjà sorti des vidéos sur les nouveautés de Lightroom et sur les nouveautés de Photoshop. C'est sorti sur tuto.com pendant la conférence hier, et juste après sur ma chaîne YouTube, vous avez peut-être déjà vu les vidéos. J'ai mis tous les liens dans la description. Là, cette vidéo, c'est que sur YouTube, ce sera pas sur tuto.com, puisque je vais pas montrer de tuto, je vais pas faire de capture d'écran sur les logiciels, c'est vraiment juste un retour plus ou moins à chaud, parce que je me suis un petit peu posé la question d'enregistrer ça directement après l'Adobe Max, mais j'ai voulu réfléchir un petit peu quand même, et finalement vous allez pas être surpris, je pense, par ce que j'ai à vous dire. Bon, c'était une Adobe Max, j'ai envie de dire tout à fait classique, rien d'exceptionnel, des applications mises à jour, la direction de ce qu'Adobe fait, on va dire sur le long terme, une assez grosse mise en avant de Adobe Sensei, donc l'intelligence artificielle, toutes les aides à la retouche qui se font dans les logiciels un peu partout maintenant, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc comme le suggère le titre et la description, je ne parle que de photos finalement en fait dans cette vidéo. Je vais pas faire un point sur tout ce qui a été évoqué dans l'Adobe Max. Il y a quelques trucs en vidéo, en plus pour moi le plus intéressant finalement, en plus dans cette Adobe Max, c'est pour la vidéo. Ce qui m'intéresse le plus, c'est finalement ce qui va être proposé dans Premiere et After Effects, en ce qui concerne mon boulot hors formation et photographie. Mais par contre, ce qui vous intéresse vous, et si vous me suivez sur ma chaîne, c'est parce que je prends souvent la parole sur les logiciels de retouche photo essentiellement, et en particulier sur le positionnement de Lightroom, et sur l'avenir de Lightroom, depuis l'annonce en octobre 2017, depuis que Lightroom est devenu de Lightroom, à savoir Lightroom tout court, le Lightroom dit mobile, moi je l'appelle toujours Lightroom mobile parce qu'il est fait pour ça, et le Lightroom classique, celui qu'on connaissait avant, l'application de bureau qui a certes des fonctions de synchronisation en ligne, mais qui est plutôt faite pour le catalogage, pour le tri avancé, pour la retouche dite avancée. Du coup, en octobre 2017, j'ai pris position assez clairement en disant, à mon avis, si le logiciel se sépare en deux, ils vont avoir du mal à continuer à mettre à jour Lightroom classique, à proposer de vraies innovations, dans la mesure où ils vont être très occupés à pousser le Lightroom dit mobile, d'autant plus qu'il part avec un sacré handicap, à savoir en octobre 2017, quand il est sorti, il manquait plein de fonctions. Et évidemment, quand on regarde ces 2 dernières années, ce qui a été ajouté dans le Lightroom normal, mobile, le pas classique, on se rend compte qu'ils n'ont cessé de rattraper ce qui manquait par rapport à Lightroom classique. Il a fallu attendre 1 an par exemple, ou 1 an et demi même, pour voir par exemple la correction des aberrations chromatiques dans le nouveau Lightroom, alors que c'est un truc qu'on a depuis 100 ans dans Lightroom classique. Donc tous ces efforts d'ingénierie, de ressources humaines, ils sont partis dans le nouveau Lightroom et pas dans Lightroom classique. Lightroom classique, on a eu des mises à jour, certes, mais des mises à jour au compte-gouttes. Tout ce qu'on a eu dans Lightroom classique depuis 2 ans, on aurait dû l'avoir dans une seule nouvelle version. Exemple type, qui est pour moi assez flagrant. En août 2019, on a la possibilité de trier, j'ai fait un lapsus, on a la possibilité de mettre des labels de couleurs sur les collections. C'est génial, c'est un truc qu'on aurait dû avoir depuis longtemps, mais pourquoi pas, c'est une mise à jour, une petite mise à jour bienvenue. Sauf qu'il a fallu attendre 4 mois plus tard, presque 4 mois plus tard, 3 mois, puisqu'on est début novembre, pour pouvoir filtrer avec ces labels de couleurs sur les collections. C'est-à-dire qu'en août, on peut mettre des labels, mais on peut trier avec qu'en novembre. Donc vous voyez, c'est vraiment des trucs qui auraient dû arriver en même temps, c'est évident, quoi. Je veux dire, on peut mettre un label et on peut trier avec. Enfin, depuis quand il faudra attendre 3 mois, une petite mise à jour, pour pouvoir faire ça. Donc c'est bien la preuve que... il y a plein d'autres exemples comme ça, hein, mais c'est bien la preuve que les efforts sont plutôt sur la version mobile, de la même façon que quand on voit les mises à jour, ce qui a été proposé, en particulier sur Illustrator et Photoshop, c'est bienvenu, c'est sympa, et on voit clairement qu'il y a une bonne grosse partie de la ressource qui est partie sur les versions iPad. Mais Photoshop et Illustrator, c'est pas grave, parce que ce sont des logiciels, il leur manque rien en fait à ces softs, ils sont déjà excellents, c'est déjà... moi j'ai rien à reprocher à Illustrator, à Photoshop, il n'y a pas grand chose à innover, il y a tout dedans. Ok, il y a quelques tout petits trucs qu'on pourrait mettre dans Photoshop, et encore, je pense notamment quand on fait un avant-après sur les filtres, on peut faire ça dans Affinity, on peut faire un avant-après avec un balayage, ça serait bien de l'avoir dans Photoshop, mais franchement est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, carrément. Et d'ailleurs, Adobe a même s'est plutôt inspiré sur certains trucs d'Affinity. Je pense notamment quand on fait la liste déroulante avec les modes de fusion, on a l'aperçu, c'était la mise à jour de l'an dernier ça, le nouveau aussi nuancier avec le petit triangle pour la nouvelle roue chromatique, ça aussi c'est un truc qui était présent dans d'autres logiciels, donc ils sont à l'écoute quand même sur Photoshop, et ces petits ajouts ils sont les bienvenus, ils sont pas monstrueux, mais il y en a quand même, donc vraiment il n'y a pas grand chose à reprocher à Photoshop et Illustrator, et s'il n'y a pas grand chose de neuf cette année, en tout cas il n'y a rien qui révolutionne, certainement pas l'outil sélection d'objets, franchement,
c'est pas grave. Lightroom, par contre, putain, je suis désolé, mais c'est pas ce qui manque quand même pour innover, quoi. Et le pire, c'est que quand même, la concurrence a montré la voie. Certes, cette année, en 2019, on a eu enfin le support du GPU pour autre chose que l'affichage, ce que faisaient tous les concurrents depuis longtemps. Mais bon, c'est déjà pas mal. Finalement, le cru 2019 alors du coup, il s'appelle Lightroom CC Classic 2020, enfin Lightroom Classic 2020. Mais ce qui est apparu déjà en 2019, c'était pas mal, hein, le coup du GPU. Il était temps, mais c'est quand même pas mal, on va pas se plaindre. Par contre, si on regarde depuis octobre 2017, quand on voit ce que les concurrents ont fait, il y a, moi, deux axes principaux, en fait, de trucs qui me rendent un peu fou, c'est la gestion des retouches locales et des masques. J'ai jamais demandé à Lightroom de devenir Photoshop. Les deux sont faits pour être utilisés ensemble, ok, pas de problème. Mais les retouches locales dans Lightroom, ça devient rapidement le bordel. Je suis désolé, mais dans Capture One, on a des calques. C'est pas des calques pour faire des photomontages. Je demande pas à Lightroom de devenir un quasi Photoshop comme On One par exemple. C'est pas du tout le problème. Par contre, dans Capture One, on peut s'inspirer du fait qu'on peut trier ces masques facilement. Ils ont appelé ça des calques dans Capture One, mais regardez dans DxO, Photolab 3 qui est sorti il y a 2 semaines, on a un panneau masque qui permet de renommer ces masques, et qui permet aussi de faire un petit coup d'opacité dessus, pour pouvoir les diluer aussi. Pourquoi on peut pas faire ça dans Lightroom? Sans déconner, pourquoi on peut pas faire ça dans Lightroom et Camera Raw, puisque évidemment c'est le même moteur? Ce serait pas marcher sur les plates-bandes de Photoshop que d'éviter à des photographes qui ont besoin de retouches un peu pointues, d'aller dans Photoshop pour faire des choses qui, selon moi, sont faisables dans un logiciel de dématrissage et de développement de négatifs numériques. Je demande pas à pouvoir changer un ciel dans Lightroom, ok? Je demande pas à pouvoir faire de la fluidité dans Lightroom. Mais quand même, quand on commence à faire des masques, à faire des retouches locales un peu précises, de pouvoir les classer, les trier, les visualiser d'un coup d'œil, et pas juste avoir de devoir survoler les épingles comme on le fait dans Lightroom, je suis désolé, je pense que je demande pas la lune. Est-ce qu'on aurait pu avoir ça depuis 2 ans? Oui, franchement, je le pense, sans problème. Pareil pour le correcteur, par exemple. Là aussi, c'est un débat, on va me dire, oui, mais il y a Photoshop pour ça. Est-ce que franchement, un correcteur qui fonctionne aussi mal, depuis aussi longtemps, on peut pas le rendre un peu meilleur quand même? Alors, vous allez me dire, Capture One, il est aussi mauvais. Je suis d'accord, le correcteur, le tampon de Capture One est quand même plutôt mauvais. Mais regardez là où il y a une contradiction, par exemple. Le contenu pris en compte. Moi, ce que je demande, c'est par exemple un correcteur amélioré, voire si possible, qui utilise la technologie du contenu pris en compte, pour faire ça directement dans Lightroom et qu'on n'ait pas à aller dans Photoshop pour corriger une plaque, un bout de panneau, un truc qui traîne dans une photo. De faire un petit coup de correcteur, ça prend 2 minutes dans Photoshop, certes, mais il faut aller amener cette photo dans Photoshop alors qu'on n'aurait pas à aller dans Photoshop juste pour ça. Je suis pas en train de dire de remplacer un ciel, je suis pas en train de dire de remplacer un truc compliqué, mais un petit coup de correcteur, moins moisi que celui qu'on a de base, je pense que c'est pas trop demandé quand même. Et ça, voilà, ça fait partie des trucs, je me demande si on les verra un jour, mais c'est carrément opportun. Et voilà pourquoi il y a une contradiction. Je vous disais ça il y a quelques secondes. Une des nouveautés de Lightroom classique cette année et de Camera Raw, c'est la possibilité sur les panoramas de remplir les bords. Et à votre avis, c'est quoi la technologie qui est derrière ça? C'est le contenu pris en compte en fait. Et c'est là que, pour moi, je trouve que c'est pas logique en fait, quoi. Vous amenez un truc qui est pour moi anecdotique. Est-ce que c'est tous les photographes qui retouchent dans Lightroom et qui font du Camera Raw qui ont vraiment besoin de remplir les bords de leur panorama? Déjà, est-ce qu'il y a tant que ça de personnes qui font des panoramas? Oui, il y en a, d'accord, il y a des photographes qui font du paysage, ok. Mais franchement, cette technologie de contenu pris en compte, est-ce qu'il n'aurait pas été plus opportun de l'amener pour autre chose que remplir les bords d'un panorama? Parce que là, je pourrais très bien renvoyer l'argument et dire, mais franchement, sans déconner, on aurait pu le faire dans Photoshop, ça. S'il y a bien un truc qui aurait mérité de passer dans Photoshop, c'est d'envoyer son panorama pour faire des trucages dessus. Pourquoi, quand je fais un portrait, ou quand je fais de la photo de ville, ou quand je fais de la mode, je peux pas utiliser cette technologie, le contenu pris en compte, pour ne pas avoir à quitter Lightroom, pour pas rester dans Lightroom, corriger par exemple une boucle de ceinture, quelque chose sur un vêtement, ou quelque chose sur la texture de la peau par exemple, parce que même pour la peau, en fait, le contenu pris en compte est carrément meilleur que le correcteur que l'on a dans Lightroom. Et finalement, vous m'amenez le contenu pris en compte pour retoucher des panoramas? Franchement, c'était vraiment la priorité dans Lightroom, ça? Donc je suis désolé, il y a des axes quand même pour améliorer Lightroom dans le développement. Au niveau du catalogue, il n'y a pas de concurrence, et encore, franchement, je vais peut-être finir là-dessus, mais il y a beaucoup de photographes qui utilisent le catalogue de Lightroom et qui se rendent pas compte, à mon avis, à quel point les sessions de Capture One seraient bien plus adaptées pour eux. En particulier pour les projets courts, qui ont un début, qui ont une fin, qui sont contenus dans un temps précis. Les sessions de Capture One ont toujours été meilleures pour faire ça. C'est juste que, en fait, beaucoup de photographes ne le savent pas. Ou beaucoup de photographes ont même d'ailleurs des catalogues dans Capture One, sans savoir que là aussi les sessions seraient meilleures pour eux. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il y a encore d'autres trucs comme ça dans Lightroom qui, à mon avis, sont largement améliorables, mais la conclusion, c'est toujours la même. Les efforts, ils sont partis dans l'autre version de Lightroom. La version de Lightroom classique, que l'on utilise, pour ceux qui l'utilisent encore, moi je l'utilise quasiment plus,
c'est des mises à jour au compte-gouttes, des mises à jour à la marge, exactement comme je l'ai dit depuis octobre. Et je maintiens ma position parce que peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais il me semble maintenant que 2 ans plus tard, on a bien la preuve que c'est vraiment de la petite pincée, des trucs qui soit étaient déjà là chez les autres, il a fallu le faire. Ok, 2019, on a eu l'accélération GPU, c'était effectivement très bienvenu, mais putain, il était temps. Et pour ce qui concerne les vraies innovations, là où les autres sont en train de vraiment faire mieux, en train de vraiment faciliter le travail de ceux qui développent dans un logiciel de dématrissage un peu avancé, qui n'est pas juste Luminar, et bien là on n'a pas grand chose quoi. Voilà, donc on va voir ce que propose Capture One 13, qui arrive dans 2 semaines il me semble. Je demande pas encore une fois à Lightroom de devenir Photoshop, je demande pas à Lightroom de devenir un concurrent de ON1. ON1, ils ont un positionnement qui est à eux, c'est un mélange de Lightroom et Photoshop ensemble, ok, c'est évident qu'Adobe fera jamais ça, mais un logiciel de classement plus dématrissage plus développement, sans dire qu'il devienne un logiciel de trucage, ça c'est le Lightroom classique qu'on connaît et qui peut être amélioré sur ces points-là. Et on l'a pas. Et ça fait 2 ans qu'on l'a pas, et vous savez quoi, je pense que on l'aura pas plus que ça à l'avenir en fait. Quand je vois qu'ils sont occupés à balancer des versions iPad à tout va de tout leur soft, et ils ont raison parce que c'est exactement le sens du marché, et c'est comme ça qu'ils vont acquérir de nouveaux clients et faire de l'argent avec l'abonnement pour le Creative Cloud, donc ils ont super raison de le faire. Maintenant, amis photographes qui êtes très dépendants de Lightroom classique, posez-vous cette question, est-ce que c'est pour vous un logiciel à qui vous avez envie de faire confiance sur les années à venir pour votre activité? Tous les amateurs, ceux qui font ça pour le fun, etc., qui ont l'abonnement à 13 €, évidemment Lightroom est toujours aussi bien, il n'est pas devenu depuis octobre 2017 un logiciel de merde, j'ai jamais dit ça. Je dis juste pour ceux qui travaillent avec, qui ont investi du temps, qui investissent de l'argent en se formant dessus, qui basent leur activité dessus, posez-vous la question de la durabilité de votre choix, parce que si c'est votre outil principal, vous devriez quand même voir un peu ce qui se profile à l'avenir pour pas être surpris ou avoir de mauvaises surprises. Moi j'ai dit il y a 2 ans, faites attention, sur le long terme à mon avis c'est pas viable, parce que les ressources vont partir ailleurs, et il me semble depuis 2 ans qu'on a bien la preuve qu'elles sont parties ailleurs. Ok, voilà ce que je pouvais dire sur l'Adobe Max, en particulier sur la photo. Il y a des choses dont je parle pas parce que c'est encore peut-être un peu trop tôt, notamment le Photoshop Camera qui est quand même un des points intéressants, qui est d'une vraie nouveauté dans cet Adobe Max, mais c'est pas encore sorti pour le public. Et je pense que c'est pas vraiment mon audience, enfin quelque part que vous ayez des photos améliorées dès la prise de vue, avec un arrière-plan qui se mélange dans un ciel automatiquement détouré sur une prise de vue d'un smartphone, je suis pas sûr que ce soit mon audience, donc en attendant de voir où cette technologie va nous mener, ou en tout cas ce qu'on peut faire avec, je vais pas vraiment prendre la parole dessus, mais je suis quand même content de voir que, évidemment, dans les labs chez Adobe, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de la photo. Juste, voilà, encore une fois, j'aimerais bien que ça se traduise par des choses un petit peu plus concrètes et un petit peu plus orientées pour les professionnels de la photo, et pas juste les graphistes en général, qui est, et je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, à mon avis, le virage que prend Lightroom avec la nouvelle version, on vise un autre type de public, on vise un public de graphistes, pas spécialement un public de photographes, on vise un public de gens qui veulent retoucher des photos, mais qui ne vivent pas forcément de la photo, et donc, du coup, on met l'accent sur une application qui est orientée vers la mobilité, et vers la facilité, et non pas vers les fonctions, et vers les fonctions orientées expert ou en tout cas retoucheur avancé. Ce qui met, encore une fois, qui a beaucoup de sens d'un point de vue commercial et d'un point de vue stratégie, mais qui du coup doit quand même interroger ceux qui travaillent et qui dépendent beaucoup de Lightroom classique pour faire leur métier au jour le jour. Comme toujours, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube et sur tuto.com. Portez-vous bien, amusez-vous bien, retouchez bien vos photos, faites de belles choses. Ça c'est le truc le plus important quoi qu'il arrive. On s'en fout un peu du logiciel, juste faites des images, on est là pour ça finalement. Merci, à plus.